Pour me présenter rapidement, donc moi c'est Tim, j'ai 28 ans maintenant, je commence à vieillir. Je suis parti il y a 5 mois et demi pour un périple du coup pour documenter le travail des artisanes et artisans du cycle au travers du dessin notamment. Donc je m'installe dans leurs ateliers, je dessine sur place leurs gestes, leur environnement de travail. Et je discute aussi avec eux sur leurs pratiques quotidiennes, ce qui les a amenés notamment dans le monde de l'artisanat, sur leurs projets futurs un peu aussi, et puis les problématiques aussi qu'ils rencontrent. Voilà, donc je vais introduire tout d'abord Marie de Avalanche Cycle, que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer. Juste pour vous dire, du coup, vous aurez un petit micro et vous le passez quand vous parlez. Voilà. Donc ensuite, j'ai l'honneur d'accueillir Julien, que j'ai rencontré il y a 3 mois maintenant, chez les Cycles Victoire. Ensuite, il y a François Coponnet, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir son atelier, mais qui m'a remis la bourse pour laquelle je suis parti en voyage cette année. Il y a Gaël Bochko, qui crée de la bagagerie du coup à Grenoble, sous le nom de Course il pleut, une amie. Et Julien Fritsch, qui est à Chambéry et qui fabrique des vélos et qui s'est lancé très récemment aussi dans la fabrication de pièces d'usinage. Donc je suis très ravi de vous revoir et puis j'ai hâte d'aller voir aussi vos ateliers, notamment Marie. La première partie, c'est de parler plutôt du coup de comment est-ce que vous en êtes arrivé dans le monde de l'artisanat. Donc nous expliquer très rapidement chacune et chacun votre parcours. On va aborder ensuite votre structure du coup. Donc qu'est-ce que vous fabriquez et puis ensuite on va partir sur les... Vous entendez ou pas? Vous entendez au fond? Pas trop? Il faut crier un peu. Je vais parler un peu plus fort. Et ensuite, on parlera un peu plus en profondeur de votre métier. Donc, qu'est-ce qui vous anime et les problématiques auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui. Et on terminera ensuite sur une discussion un peu plus ouverte sur les projets futurs sur lesquels vous êtes amenés à travailler, sur ce que vous avez envie de travailler. Je vais commencer du coup par Marie, si tu veux bien te présenter rapidement. Dans ce sens-là? Ouais. Faut que je parle fort aussi, j'imagine. Ok. Donc oui, comme tu me l'as dit, moi je m'appelle Marie, du coup je suis la co-gérante de Avalanche Cycle avec Laurent, qui n'est... Plus fort? Putain, merde. qui n'est pas là, hein? Vous remarquez qu'il travaille dans la société. Donc nous on est basé à Paris et la société existe depuis 2020. C'était quoi la question? Juste se présenter. Te présenter rapidement. Voilà, on fait des vélos sur mesure, acier, inox ou titane. Très bien. Donc moi je m'appelle Julien Lerlou, j'ai 41 ans, comme il faut dire son âge apparemment. Je suis fondateur et gérant de Victoire. On a commencé en 2011 à fabriquer des vélos sur mesure. On a fondé une deuxième marque en 2017-2018 qui s'appelle Distance, qui est fabriquée au même endroit par les mêmes personnes mais en taille standard. Et voilà, donc on fabrique des vélos acier, inox, sous dos brasé depuis 2011. Donc moi je suis François Coponnet, cycle itinérance. J'ai 64 ans, donc je vais prendre ma retraite cette année. Et j'étais d'abord artisan en 88-89, voilà, à mon compte. Ensuite j'étais dans l'artisanat 17 ans chez Randocycle, cadreur chez Randocycle à Paris, donc comme salarié. Ensuite j'ai fait 2-3 petits boulots et j'ai travaillé 9 ans dans un chantier d'insertion, toujours dans le vélo. Là-bas, c'était récupérer des vélos et les remettre en état, enfin atelier participatif et voilà. Et je me suis remis à mon compte en 2018 sous la marque Cycle Itinérance. Et voilà, je fabrique des randonneuses et j'ai hâte de prendre ma retraite. Moi, je m'appelle Gaël Bochko et j'ai 28 ans aussi. Je crée et je conçois de la bagagerie vélo
et pas vélo et un peu d'habillement à Grenoble. Une partie sur mesure et une partie en petite série. Moi c'est Julien, Joli Rouge Cycle. Je l'ai créé en 2014. J'ai fait une deuxième activité qui s'appelle plutôt Rouge Mécanique, qui va être centrée plus sur de l'usinage au service des cadreurs. Et un peu en parallèle avec ma petite sœur, il y a eu la fabrication de sacoches sous le nom Poppins. Voilà. Trop chouette. Je vais enchaîner sur la question. Qu'est-ce qui vous a poussé du coup à arriver dans le monde de l'artisanat du cycle? On commence comme ça. Comme vous voulez. Alors du coup, moi c'est suite à un burn-out d'ingénierie, dans un boulot plutôt mondialisé, conventionnel. Et j'avais besoin de travailler un peu de mes mains, je me suis offert 1 an, ça m'a plu. J'en ai fait pour les copains. C'était une époque où il n'y avait pas vraiment de formation. On se formait plutôt, on voyait les photos sur Instagram, on voyait comment ils positionnaient les outils. On achetait des outils, on s'est dit bon voilà j'ai investi, maintenant il faut que j'y arrive. Du coup voilà, au début ça a pris 2-3 ans pour faire des copains, des vélos pour les copains. Et là ça fait une dizaine d'années que la société existe. Voilà, ça c'est le lancement on va dire. Et après je vais quand même parler à chaque fois des deux entités avec Rouge Mécanique. Rouge Mécanique c'était plutôt un constat, on fabrique des vélos made in France le plus possible et on se rend compte que les composants qui sont soudés sur les vélos, ils sont soit asiatiques, soit américains. Et en fait, c'est quand même des pièces simples. Et on s'est dit, il faut les faire ici, quoi. Ça n'a pas de sens de les acheter. Quand même vraiment très loin. Et je me suis mis dans l'idée d'acheter 2 gros centres d'usinage et de les usiner pour les autres. Donc, de l'usinage pour la fabrication de vélos, du prototypage, parce qu'on a quand même besoin de faire du prototypage. Et un peu de composants, et ça c'est anecdotique. Voilà. Moi j'ai une formation d'architecte initiale. J'ai été diplômée en 2022, donc assez récemment. Et après ce diplôme, je ne voulais pas faire d'archi. Et je me suis un peu demandé vers quoi me diriger. Et j'avais commencé à faire des sacoches un petit peu avant. Et à ce même moment, Helmut arrêtait son activité. Donc j'ai récupéré une partie de ses machines et de son stock qui m'a permis de me lancer. Et donc j'ai commencé graduellement à faire des sacoches pour moi, des copains, et maintenant un peu plus large depuis 2 ans. Et toi François, qu'est-ce qui t'a poussé à être artisan? Qu'est-ce qui m'a poussé à être artisan? Simplement la passion. Je suis tombé dans le vélo tout petit et j'ai fait des études de mécanique générale et l'idée fixe, c'était fabriquer mon cadre de vélo, quoi. Donc j'ai fabriqué mon premier cadre de vélo, j'ai fait le tour du monde avec entre 84 et 86. Et voilà, avec des tubes il n'y avait pas internet, donc on ne pouvait pas acheter. Voilà. J'ai été acheter mes tubes Reynolds chez Ernest Xuka, un cycle Singer, voilà, et qui a bien voulu me céder une série de tubes. Et voilà, j'ai commencé comme ça, complètement autodidacte. Donc, et puis voilà, j'ai passé toute ma vie à fabriquer, réparer des vélos et à rouler aussi, quoi, voilà. Mais c'est une passion, avant tout une passion. Voilà. Rien d'autre à dire. Ok, voilà. Trop bien. Alors pour moi, l'origine est un peu particulière dans le sens où j'ai travaillé pour l'industrie du cycle pendant 4 ans avec une fabrication taïwanaise. Donc je travaillais pour une marque de BMX et je faisais la conception de pièces. J'allais à Taïwan vérifier la fabrication. Et c'est les allers-retours en avion qui m'ont donné envie de fabriquer sur place. Et donc j'ai démissionné en 2010 pour pouvoir commencer de fabriquer avec à la base l'idée d'être plutôt bureau d'études et de trouver des sous-traitants en France qui pourraient fabriquer des cadres et des pièces. Et j'ai pas trouvé la sous-traitance que je voulais. Donc j'ai commencé petit à petit à bricoler, faire des vélos sans réel support, parce qu'en 2011, il n'y avait
pas grand monde qui fabriquait encore. Je crois que tu as parlé d'Instagram, mais je crois qu'il n'y avait pas Instagram en 2011, ou c'était juste le début, je pense. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, avec l'envie de fabriquer en France, mais pas vraiment de fabriquer moi-même. Et la fabrication interne s'est imposée parce que en fait, il n'y avait pas de sous-traitant possible en France. Trop chouette. Et toi, Marie? Moi, c'est encore différent. Moi et Laurent, on a tous les deux une formation de designer industriel. Et je n'ai pas 28 ans, mais j'en ai 38, ce qui fait que j'ai eu une carrière professionnelle avant d'être cadreuse. J'aurais pas dû donner mon nom. De plus de 10 ans. Moi, pendant à peu près 15 ans, j'ai travaillé comme designer industriel soit à mon compte, soit dans des agences de créa. Et mes clients principaux, c'était bien loin de ce qu'on fait aujourd'hui, c'était le luxe. Donc je rejoins Julien sur le petit burn-out qui fait que j'avais un peu envie de changer la clientèle que j'avais. Et surtout, en 10 ans, les modalités ont beaucoup changé aussi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé après l'école, quand je dessinais, admettons, un produit pour Hermès, le produit était vraiment fabriqué en France. J'allais sourcer les artisans qui, en général, avaient fait la même école d'art appliqué que moi. Et les objets étaient fabriqués de manière, en tout cas vertueuse, par des bons artisans en France. Et en 10 ans, ça a quand même bien changé. Les budgets étaient toujours les mêmes, mais ils allaient beaucoup plus sur du marketing que sur de la fabrication. Faites attention, les gens, quand vous achetez du luxe, il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées en Asie et qui n'ont de luxe que le nom. Donc plus ça allait, plus je me retrouvais pas dans le métier que j'avais voulu faire. Et comme le vélo a toujours été là en trame de fond, pour moi comme pour Laurent, Laurent fabriquait déjà des vélos quand il était à l'école, c'était déjà une passion commune. Il y a un glissement qui s'est fait super naturellement. Et en un sens, on n'a pas l'impression d'avoir complètement changé de métier parce qu'on a toujours cette partie de design qu'on essaye beaucoup de réintégrer dans le dessin de nos vélos. Mais en tout cas, on a la partie fabrication où pour le coup, on est sûr de maîtriser jusqu'au bout la chaîne, quoi. Trop chouette, ok. Donc je ne sais pas si dans la salle vous voyez un peu en quoi consiste le métier d'artisan du cycle, mais peut-être du coup on va poser cette question à vous tous et toutes. En quoi consiste votre quotidien? Nous, on fait beaucoup de choses en interne. Donc ça consiste à, je ne vais pas tout détailler dans le détail, mais entre guillemets, il y a énormément, je pense que ça c'est quelque chose qu'on va tous partager, mais il y a énormément d'échanges avec les clients. En tout cas, que ce soit du sur-mesure ou même du cadre standard, je pense que c'est quand même une partie très importante et très chronophage de notre métier. Après, il y a toute la partie étude posturale, dessin du vélo, cibler les attentes de chaque client en fonction de sa pratique, de sa morphologie, pour essayer vraiment d'être au plus proche de ce qu'il souhaite. Et après, il y a toute la partie fabrication, pour notre part, peinture et montage, jusqu'à la remise du vélo. Donc il y a une forme de gestation qui se passe quand même. On peut attendre son vélo 8-10 mois, voire plus. Donc c'est assez... Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est très polyvalent. Après, c'est très chronophage. C'est un métier multitâche, quoi. Oui, en tout cas, quand c'est ta société et que tu es à ton compte, oui, moi, je ne suis pas que cadreuse, quoi. C'est vraiment cadreuse, c'est vraiment une petite partie de mon métier, quoi. Il y a tellement d'autres choses qui rentrent en compte. Alors pour nous, c'est à la fois la même chose et différent. La même chose dans le sens où, comme Marie, on a tout internalisé. C'est-à-dire qu'on va partir de la conception jusqu'à la livraison du vélo et pouvoir réaliser toutes les étapes. La différence, c'est que nous, on est 9 à travailler et pas 2. Donc en fait, on a découpé. Les cadreurs ne fabriquent que les cadres. On a un peintre, on a un assembleur. Ce qui nous permet de produire plus de vélos et puis aussi d'optimiser certaines étapes. Mais on essaie toujours de garder la relation avec le client. Parce que par les temps qui courent, c'est important de garder la relation avec le client parce que ça évite de perdre le lien avec l'objet. Tu fabriques un objet, mais si tu connais le client, tu sais pourquoi tu le fabriques et tu sais comment l'adapter. Donc c'est une des spécificités de notre métier. L'autre, c'est que nous, quand on fabrique un objet, une fois qu'on l'a vendu. C'est le gros problème de la société de maintenant, c'est qu'on fabrique en espérant vendre. Donc on se retrouve avec des tas de choses en stock qu'on dévalue pour vider les stocks. Pour moi, une des définitions du métier de cadreur, c'est fabriquer exactement ce dont le client a besoin. Et donc ça implique du temps. C'est une implication pour le client parce qu'il va attendre son objet, mais en contrepartie, il a quelque chose de durable et qui correspond parfaitement à ce qu'il a demandé. Je ne sais pas si ça répond à la question d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être égaré un peu. Et toi, François, du coup, qui a cadré pendant des années, est-ce que
tu as vu aussi que ton métier a changé un peu ou ça... Oui, le métier, alors la fabrication de cadres, de vélos sur mesure, c'est resté la même, mais au niveau des achats de composants, c'est plus du tout la même chose, quoi, hein. Il y a je pense que Internet a changé beaucoup de choses dans le système, quoi, hein. Il y a 30 ans, Internet n'existait pas, donc les clients, quand ils voulaient acheter un vélo ou des pièces de vélo, ils allaient chez le Vélociste. Ils n'allaient pas sur Internet, sur des sites où en fait ils peuvent trouver des pièces des fois moins chères que ce que nous on achète chez notre grossiste. Pas des fois. Souvent. Voilà. Très souvent. Donc voilà, c'est devenu plus compliqué d'en vivre, je pense, quoi, hein. Alors il faut faire, moi quand je fais un devis de vélo, je vends un vélo complet, mais je veux surtout pas détailler le prix des pièces, parce que si le client derrière, il regarde le prix du pédalier, du dérailleur, etc. sur Internet et qu'il voit voilà, la différence entre le prix où j'ai mis sur le devis et le prix où il peut trouver sur Internet, il va dire que je suis un voleur, quoi. Alors que non, voilà, il y a un prix. Voilà, mais sur Internet, le piège, c'est qu'on voit sur la majorité des sites Internet, il y a PPC, prix public conseillé. Voilà. Et ça, c'est le prix qu'on devrait tous vendre. Voilà. Et que le site sur Internet qui vend, il devrait vendre au prix public conseillé. Et non pas au prix bradé, au prix du grossiste. Et voilà, tout le problème est là, quoi. Donc, et ça, on est tous confrontés à ça. Et on sait pas trop comment le gérer, en fait, hein. Donc, en fait, il faut vendre... moi, je vends un vélo... voilà, c'est un vélo complet, sans détail. Et voilà, le client, il prend pas. C'est dans son budget, il prend. C'est hors budget, il va voir ailleurs, quoi. Ça va pas plus loin que ça, quoi. Et on a tendance, malheureusement, à vendre, à essayer de vendre à un prix qui n'est pas tout à fait réaliste, pour pas que ça soit trop cher, etc. Enfin, on a le syndrome de l'artisan qui se dit, ouais, si je suis trop cher, le client va pas commander le vélo, machin. Et voilà. Donc on en discutait tout à l'heure, c'est compliqué, quoi. Voilà. Il y a un point qui est important, et ça c'est commun à tout le monde dans l'artisanat du cycle. Si on regarde sur la fabrication d'un vélo, le taux horaire, l'argent qu'on va gagner par heure, il est très souvent, voire tout le temps, inférieur à un taux horaire classique de mécanicien cycle, qui est de 60 € dans le moins cher des cas. Donc ça c'est un problème, et il faut qu'on arrive à trouver la solution pour... rétablir la balance et faire comprendre aux gens que quand ils achètent un vélo artisanal, ils font vivre des gens qui sont en France et pas des gens à l'autre bout du monde, et que ça a un coût. Et ça fait partie des difficultés qu'on a en ce moment avec le problème des pièces. C'est un gros problème, oui, parce que ça dévalue notre travail de trouver une paire de roues souvent moins chère TTC sur Internet que ce que nous on achète hors taxe. C'est handicapant. Et vous avez des pistes du coup, un peu, pour répondre à ce genre de problématique ? Je pense que la réponse, elle doit être commune, et c'est ce qu'on essaie de faire avec les artisans du cycle, d'essayer de trouver des solutions, mais il faut qu'on arrive à réévaluer à la hausse notre travail pour que le panier moyen soit plus confortable pour tout le monde, mais... C'est compliqué. Nous, par exemple, en interne, je peux parler de distance. En fait, on est passé en 2 ans de 90% de vélos complets vendus à 40% de vélos complets vendus. Ça, c'est l'illustration de ce que François disait. Le client, il fait son calcul, il prend le prix du cadre, et puis il prend le prix des composants, et puis il voit qu'il y a 1000 balles de différence en notre défaveur, donc il achète le cadre seul. Un KitKat, tu le vends plus cher quand même, en général. Là, c'est ce qu'on a fait dernièrement. Ce que toutes les grandes marques font. On a vraiment augmenté le prix de nos kits cadres, mais
Je parlais avec David de Roubam tout à l'heure. Je lui donnais l'exemple d'un kit cadre Giant en carbone. C'est 3 600 €. Voilà. Mais pour un artisan, c'est compliqué de vendre un cadre 3 600 €. Alors que... Parce que tu payes pas. Bah si, alors moi c'est différent dans le sens où j'ai des salariés, Ouais. donc il faut que je les paye, mais dans ma découpe de salaire, sur la partie sur l'argent que tu gagnes sur un vélo à 2000 balles, il y a 800 € de part salariale. Donc c'est non négligeable. Un Giant à 3 600 €, c'est 150 € sortis d'usine à Taïwan. Et ce qui est incroyable sur un cadre Giant, sur un vélo tout monté de Giant, je pense que Giant ne reçoit jamais de mail d'un client qui lui refait le calcul en disant là, ton vélo complet quand même, Giant, j'ai calculé, je pense que le pédalier, en fait... Tu peux pas envoyer de mail à Giant. Non mais moi ce que je trouve... Voilà. Non mais ce que je trouve dingue, c'est que en fait... pas tous les clients, mais une partie des clients se permettent des choses avec les artisans parce que proximité, parce que grande communauté du vélo, tout ça, ce qui est très sympa en soi. Mais juste du coup, il n'y a pas de limite et personne ne va avoir un restaurateur en lui disant alors là, ta petite salade, j'ai calculé le prix du poids de la... J'ai vu le prix du kilo de tomate. Non mais en vrai... Oui, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Personne ne fait ça quoi. Moi, je suis confrontée à la même chose, mais je trouve ça... Et même sans mettre le détail des prix, il y a quand même des gens qui se débrouillent pour refaire un calcul... qui passe de l'énergie là-dedans. Enfin bref, me lancez pas. C'est déjà fait. Tu veux peut-être rajouter Juste quelque chose sur ta vision aussi de ton métier. Ouais, Tu parce te que là, on a considères- dérapé quand même. Ouais. On a des vies. Non, si, carrément. nous aimons les dérapages. Et les roues arrière. Alors la question, ouais, c'est un peu de l'évolution. Chez Joli Rouge, on s'était dit dès le début, tous les 2 ans, on s'offre une nouvelle capacité, une nouvelle connaissance dans la fabrication. Puis en fait, au bout de 10 ans, tu fais tout, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, tu fais que le cadre, après tu fais une fourche, une potence, après tu fais les peintures, voilà. À chaque fois, si tu t'offres un peu plus de compétences et que tu y vas doucement, au bout de 10 ans, tu sais tout faire. Après, tu es fatigué quand même aussi au bout de 10 ans. Ça prend de l'énergie parce que apprendre, c'est des échecs, c'est du temps, c'est un peu d'argent, et ça, c'est difficile à valoriser. C'est valorisant intérieurement, mais ça se valorise pas, quoi. Du coup, il faut savoir dans quoi on se lance et pourquoi on se l'offre. Et moi, j'ai beaucoup aimé apprendre. Et cette dernière grosse partie d'usinage, d'apprentissage, elle était... moi, j'ai mis 3 ans, quoi. C'était vraiment une grosse partie. Et passionnant, mais ouais, gros travail et dur à revaloriser derrière. Voilà. Mais je pense qu'on est beaucoup on aime beaucoup ce métier-là pour ça, pour l'élaboration des process, l'amélioration, voir comment on peut mieux faire, etc. Voilà. Ouais. Et Gaëlle, toi, en tant que couturière, est-ce que... quel est... Les sacoches Decathlon à 30 €. On en parle. Ouais, je pense que c'est un peu la même histoire que comparer des prix de vélo, mais il y a aussi une différence d'échelle de produit où faire une sacoche, c'est quand même moins chronophage qu'un vélo. Et peut-être là, pour les sacoches, faire une partie... pour ma part, j'essaie de faire une partie sur commande, qui sont sur mesure. Et là, pour le coup, il y a des fois un échange avec les cadreurs et les clients pour essayer de trouver des solutions. Et j'ai décidé essayer de faire une partie en série pour pas avoir ce temps d'attente qui peut être de 6 semaines facilement entre la commande et la réception du produit, pour baisser un peu les coûts, pour pas... quand je dois sortir 5 rouleaux de tissus différents et découper toutes les couleurs de tout le monde et après assembler les sacoches sans me tromper dans les assemblages de couleurs, essayer de faire des petites séries pour fluidifier un peu la production et voilà, et baisser un tout petit peu les coûts pour que voilà, une banane de 150 € passe à 200 € et peut-être que il y aura une différence avec les 30 € de Decathlon. Ouais, donc vous avez commencé à aborder un peu ces limites dans le métier. Quelles pistes aujourd'hui sont mises en place du coup pour répondre à ces freins que vous rencontrez quotidiennement ?
Enfin, là, on a élaboré une problématique, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Du coup, peut-être que ça peut être intéressant d'élaborer un Ouais. peu toutes les problématiques, puis après de voir les pistes qu'on y a mis. Pour moi, la plus grosse problématique est plutôt qu'en face de nous, on a des gros services marketing. Et nous, en tant qu'artisans, malgré notre association, on a du mal à montrer notre valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on rajoute dans ce marché du cycle et pourquoi c'est intéressant de venir vers nous, pas dans tous les cas, évidemment. Et ça, pour moi, c'est ça le gros problème. C'est comment on communique sur notre valeur ajoutée. L'écoute qu'on leur apporte aux clients. Le garantie 10 ans, le garantie 5 ans, le garantie à vie qu'on apporte, l'éthique qu'on apporte. Évidemment, le sur-mesure, en fait, nous, on est là, on a quand même 10 ans de pratique devant nous, on commence à être bon, parce que j'aurais pas eu ce discours-là il y a 10 ans, mais là, on commence vraiment à avoir un sacré niveau sur le sur-mesure. Et en fait, on fait des petites machines, ça peut être des petites bombes, vraiment associées aux vrais besoins de la personne, sans surdimensionner le vélo. Et derrière, on a vraiment le produit qui correspond. Et toutes ces petites choses, et j'en oublie, on peut faire la liste des choses qu'on peut rajouter en plus de l'industrie, avec les peintures, les couleurs qu'on veut. Enfin, on fait tout ce qu'on veut, aller chercher un peu de néo-rétro sur la géométrie. Enfin, vraiment, on peut vraiment être à l'écoute, tout en respectant notre image de marque, on va dire. Ça, moi, je trouve qu'on est très mauvais à le communiquer aux gens et que les gens ils profitent de ça. Parce que vraiment, aujourd'hui, on a un point de bascule sur un prix de vélo, on va dire, à 6 500, 7 000. Vous allez avoir les mêmes composants chez Giant, grosso merdo. Par contre, tout ce que j'ai dit avant comme avantage, nous, on les a. Et en fait, ils passent à côté. Et ça, je ne sais pas comment on peut le communiquer. Parce que face à nous, on a des gros services marketing, on a une façon de consommer qui est ancrée depuis plusieurs décennies de capitalisme. Et ça, moi, je me sens une petite fourmi face à ça. Et même avec l'asso, avec nos 50 adhérents en tant que cadreur, on reste une petite fourmi. Et je pense que c'est ça notre gros travail à faire. Communiquer sur notre valeur ajoutée. Une autre problématique que vous voulez apporter, du coup, au quotidien de votre métier? Allez-y, lâchez-vous. Hein. Je sais pas comment on dit, il y a le loup dans la bergerie, non? C'est Mathieu Chollet, il est où d'ailleurs? Il est pas là. On parlerait mieux que moi, mais les gens les marques qui depuis quelques années se sont aperçus que l'artisanat faisait envie et ils sont allés prendre notre façon de communiquer et de faire une jolie machine marketing bien ficelée, mais avec du produit fabriqué à l'autre bout du monde. On joue sur les mots du Made in France, on joue sur les mots de assemblé en France, on met un petit drapeau français. Et ça, au final, ça trompe des gens qui pourraient acheter un vélo artisanal, qui pensent acheter un vélo artisanal, et en fait, ils achètent juste... Parce que globalement, vous êtes sur la même gamme de prix. Et non, on n'est pas sur la même gamme de prix, on est plus cher. Mais les gens pensent acheter le même produit. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui viennent chez moi en disant « Ah bah c'est super ce que vous faites, mais on a acheté un bip parce que c'est aussi du Made in France. » Et là, quand tu leur expliques que c'est assemblé en France, mais que le cadre vient de Chine, là, ils tombent des nues. Et voilà, il y a une ficelle sur laquelle on ne peut pas tirer. La loi... un vide juridique qui fait qu'ils ont le droit de dire que les vélos sont fabriqués à la main dans leur usine, alors qu'ils sont assemblés. C'est un grand débat qui date depuis longtemps. Est-ce que le cadre, c'est l'âme du vélo, ou est-ce que c'est juste un composant parmi d'autres? Oui, le derrière Shimano, il vient d'Asie. Voilà. Comment on se débrouille par rapport à ça? Je pense qu'avant tout, on est fabricant de cadre, et que le cadre, c'est l'âme du vélo, et que c'est là où est la valeur ajoutée, mais... En face de nous, il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, ils vont acheter des cadres à 100 €. C'est facile d'en envoyer à tous les organismes de presse et à faire essayer, de dire aux magazines « Non, mais gardez le vélo, c'est bon, on n'en a pas besoin. » Nous, dans le cas de Julien et de François, je ne sais pas combien, ils font une dizaine de vélos par an. Si tu en fais un pour la presse, c'est un dixième en moins, tu vois, ça ne marche pas. Tu peux pas dédier un dixième de ta production pour avoir un vélo pour le faire essayer. Tandis que eux, c'est rien. Filer un vélo, c'est rien. Donc on a besoin de moments comme ça pour
se faire connaître au milieu de tout ça. Et ce qui est injuste, je pense, et ça c'est un ressenti qui est partagé par la totalité des artisans, c'est le fait de se faire aspirer notre âme et de la voir exploiter pour vendre des vélos qui au final viennent de Chine. Qu'ils soient de qualité ou pas, je pense qu'ils n'ont pas besoin de copier, de faire croire qu'ils fabriquent en France pour vendre leur vélo. Non, mais je suis d'accord. Et pour rebondir sur ça, la dernière fois qu'on s'est croisés, tu étais sur le salon du Made in France à Paris. Et pour la petite histoire, il y avait un autre, alors je peux vous dire Bib, de toute façon je me souviens plus du nom de cette marque, qui était aussi sur ce salon, qui avait des fabriqués en France et tout, dont les cadres étaient fabriqués en Asie. Et même en allant lui poser la question sur son stand, donc vous êtes dans le même salon quand même, déjà ça, tu sens qu'il y a un problème, que vous êtes sous le même label, mais que vous avez quand même deux façons de travailler qui n'ont rien à voir. Et la personne te répond quand même, si, tout est fabriqué en France. Donc, à partir de là, je ne vois pas comment on peut concurrencer des sociétés comme ça. Fabriquer, c'est transformer la matière première. Prendre une matière première et l'usiner et l'assembler, la souder. À partir du moment où on ne peut pas mettre fabriquer quand c'est simplement assemblé, quoi. Donc là, c'est au niveau de la concurrence, de la DGCRF qu'il faudrait... Alors, c'est pas exactement comme ça que ça marche. L'État français va dire que le vélo peut être déclaré fabriqué en France si la partie qui coûte le plus cher est réalisée en France. Donc, nous, ceux qui peignent le savent, pour faire peindre un vélo en France, entre le coût de la matière et si on fait une peinture de base, le temps passé dessus, on a un coût minimum de peinture d'un vélo qui est environ de 100 €. On ne peut pas faire en dessous. Quand les gens achètent des cadres fabriqués en Asie qui coûtent moins de 100 € et qui le font peindre en France, il y a moins de 100 € d'un côté, plus de 100 € de l'autre, ça fait basculer le vélo en Made in France. Mais c'est sur la valeur en fait, c'est pas sur la quantité de travail. Attends. Ouais. Non, mais c'est tout. Ok. Et pour rejoindre ce que tu dis, en fait, il y en a aussi. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de vélos avec ce petit blason Made in France, où souvent c'est peint en France et assemblé en France, parce qu'en fait, juste les frais du peintre et du mécanicien, en fait, ça passe largement au-dessus du prix que coûte le vélo fait dans des usines asiatiques. Il le cumule aussi avec la recherche. Donne-lui à Julien. Oui, le R&D, ouais. Le R&D Oui, est supérieur au prix du cadre, donc c'est du Made in France. Et ça, c'est une question de référentiel, parce que en prenant cette vision des choses, on choisit de se référer à leur référentiel qui est un cadre fabriqué en Asie. Mais nous, de notre côté, ok, on peut avoir 120 € de coût peinture, mais la fabrication d'un cadre, c'est 3, 4, 5 jours ou un mois, des fois, quand on s'égare, parce que ça arrive. Et donc là, la balance n'est pas du tout la même, mais la loi française décide de privilégier cette balance-là plutôt que la nôtre. Donc c'est pour ça qu'aussi que c'est compliqué de mettre en avant notre travail artisanal. Donc les solutions, il en existe peut-être. On essaie de travailler avec l'association des artisans du cycle. Donc l'association des artisans du cycle, c'est une association qui a été créée en 2016 pour faire les concours de machines, événement que vous avez peut-être entendu parler. Et donc maintenant, ça regroupe l'essentiel des cadreurs en France et aussi des fabricants de sacoches et quelques marques sympathisantes. Et on essaie de structurer la fabrication artisanale de vélos. Vous pouvez adhérer à l'association en tant que sympathisant pour nous aider. On a aussi besoin de bénévoles pour organiser des événements. Et donc avec l'association, on a différentes commissions qui sont organisées, qui essaient de travailler sur différents sujets. Un sujet de labellisation, de normalisation aussi, puisque en France, les normes de vélo qui doivent être appliquées sont des normes qui concernent des fabrications en grande série. En fait, il faut réaliser plusieurs tests destructeurs sur un seul cadre. C'est pas compatible avec une fabrication artisanale. Donc voilà, on essaie de trouver une solution à ça pour que nous, on ait notre propre normalisation, notre propre label. On essaie de créer des commissions de communication, de créer des événements pour faire passer notre message, mais on a besoin d'aide aussi.
Vous avez fait le tour, trop bien. Du coup, ça fait 10 ans à peu près maintenant qu'il y a, on va dire, 10-15 ans, un renouveau de l'artisanat du cycle en France aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez la suite pour ces prochaines années? Pour moi, c'est le sujet qui est intéressant. C'est ce qui va se passer dans le futur. Quand même, le constat, c'est qu'en 10-15 ans, on est arrivé à un niveau quand même sacrément fou sur le sur-mesure. Donc le sur-mesure, c'est beaucoup d'écoute client. Et maintenant, on sait répondre à ce besoin-là. Et on va très loin dans les détails. Pour moi, maintenant, le futur, c'est de conserver cette partie-là pour les passionnés, les clients merveilleux qui nous donnent des cartes blanches et on s'amuse avec eux. Et là, je sais pas, moi, je vais limiter à 5-10 vélos par an, plutôt 5. Maintenant, pour moi, le futur, c'est plutôt d'aller, je vais prendre l'image de distance, mais j'irai quand même un petit peu plus loin. Ça serait de faire de l'artisanat avec des séries à 300, 400, 500 vélos par an, des belles machines, parce qu'on a le savoir-faire, parce qu'on a les machines-outils, parce qu'on a des formations qui peuvent être mises en place. Et on fait des petites bombes de vélos légers, super bien réfléchis grâce à notre expérience de sur-mesure, à des coûts inférieurs parce qu'on a pris de l'expérience pour les fabriquer et on va pouvoir mettre des outils en place. Et en fait, ça, techniquement, aujourd'hui, on est là. Par contre, le futur, c'est que en fait, on n'a pas les clients. On n'arrive pas à les vendre, ces vélos-là. Et en tout cas, moi, personnellement, je ne prendrais pas le risque d'investir dans des productions de 500 vélos par an pour après ne pas les vendre, quoi. Mais j'y crois. Enfin, je pense qu'on pourrait avoir une capacité de 3-4 000 vélos acier, inox, faits de série, tout en France, avec des usinages en France, des soudures en France, des peintures en France, et qui ressemblent à des petits vélos distance, et ce genre de choses, quoi. Donc qui vont être concurrençables par rapport à du marché Asie. Donc ça, c'est un peu mon utopie. Sauf que la partie marketing, moi, je ne sais pas trop comment faire, quoi. Elle me fait peur. Mais techniquement, on est là. Enfin, il faut nous laisser du temps pour mettre en place ce genre d'outils. Mais si à un moment donné, on nous dit vous avez quand même un peu d'argent pour mettre en place des machines et tout, vous avez une usine et faites-moi 500 vélos qui ressemblent à un bon petit cadre acier distance, on sait les faire, quoi. Mais, tout en gardant le sur-mesure, parce que c'est là où on s'exprime et qu'on s'amuse, quoi. Nous, c'est un peu différent pour l'instant. Enfin, en tout cas, nous, on teste pas mal de choses. Nous, on s'oriente un petit peu sur de la production de petits accessoires. En fait, nous, le postulat, c'est de se dire qu'un vélo sur mesure, c'est quand même un budget. Et j'entends le fait que tout le monde n'est pas prêt à mettre ce budget-là. Mais nous, en tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est pour l'instant de la petite série, mais plus sur de l'accessoire. Et nous, on a pas mal axé sur du titane pour l'instant, pour la simple raison qu'aujourd'hui, les gens qui veulent de l'accessoire titane, c'est souvent de la production asiatique ou de la production des États-Unis. Ce qui est du matériel de bonne qualité, mais je trouve que ça fait sens que les personnes qui recherchent ce type d'accessoire puissent le trouver fabriqué en France. Donc nous, on teste ça pour l'instant, mais c'est assez jeune, donc c'est un peu dur de dire si ça va être porteur. Mais typiquement, j'en parle pas mal avec d'autres amis cadreurs qui s'appellent Manivelle, que peut-être vous connaissez, qui, eux, ont associé la production de vélos avec la production de bagagerie, qui est aussi faite en France. Et moi, je trouve que c'est un équilibre assez chouette, en tout cas, parce que ça leur permet quand même d'avoir un... Alors, je dis pas que Manivelle, c'est les rois du pétrole et qu'ils vont être cotés en bourse demain, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un équilibre. Je ne peux pas parler pour eux, mais qui est assez sain. Enfin, toi, tu les as rencontrés, mais tu peux sans doute compléter. Ouais. Parce que du coup, j'ai l'impression que tu as un tout petit peu moins de pression sur la production de vélos à tout prix, parce que nous, jusque-là, en tout cas, le seul produit qu'on commercialise, c'est des vélos sur mesure. Et quand bien même on a des commandes, on en produit régulièrement, ça reste compliqué à chaque bilan comptable. Alors que c'est vrai qu'on voit que quand on bloque l'atelier une semaine pour faire des accessoires de petite série, on en sort beaucoup en beaucoup moins de temps. Et après, entre guillemets, c'est en vente et ça s'alimente un peu tout seul. Donc nous, on essaye de voir comment on peut équilibrer quelque chose de ce côté-là, mais sans te dire si ça va marcher. Oui, mais pour rebondir sur Manivelle, en tout cas, c'est un modèle, c'est vrai, qui répond à ce qui se passe en ce moment sur le fait qu'on a du mal à vendre des vélos artisanaux en France. Ça devient plus compliqué. Et eux, du coup, ils se sont tournés sur la bagagerie, mais aussi sur les composants. Vous avez dû les voir, c'est les paniers Manivelle. J'ai un panier. Voilà. Et donc, c'est aujourd'hui un peu ce qui fait, on peut dire, tourner la boîte. Ouais. Voilà. Bon, après, nous, il y a une réalité aussi, c'est que l'atelier, il est à Paris. Et qui dit Paris, dit loyer excessivement cher, dit
minuscule atelier. Donc dans tous les cas, si on voulait se lancer sur... quand bien même on aurait l'envie de se lancer sur du cadre standard, vraiment j'aurais un gros problème à savoir où les mettre. Donc nous, l'idée du petit accessoire de série, il y a aussi une question très très terre à terre de... c'est beaucoup plus facile de ranger des portes bidons dans une boîte que des cadres de série. Donc ça, je pense que c'est aussi d'un artisan à l'autre, ce genre de contraintes ne vont pas être les mêmes. Donc nous, il y a aussi des choix qui s'opèrent pour ce genre de contraintes hyper terre à terre. Ouais. Après, c'est aussi les envisager en mutualisant. On peut peut-être parler du projet de la MAD, par exemple. Et ça, c'est Julien qui peut peut-être plus en parler. Oui, après, la MAD, c'est un projet de décentralisation, une usine décentralisée. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir un projet de fabrication d'un vélo sur un plan. Et il y a plusieurs artisans en France répartis qui ont ces plans-là, les outils pour les fabriquer. Et quand il y a un client qui va commander le vélo, il va aller s'orienter vers l'artisan le plus proche pour lui fabriquer son vélo, un vélo standard. Donc ça s'appelle une usine décentralisée. C'est quelque chose qui pourrait très bien fonctionner. C'est une autre vision de ce qu'on pourrait faire en petite série. Mais oui, ça peut fonctionner. Il faut faire attention parce que c'est quand même des choses qui sont subventionnées et tout ce qui est subventionné peut être bancal. Moi, dans l'utopie que je disais tout à l'heure de faire 500 vélos par an dans une petite usine, là on est plus sur... on sait combien on le vend, on sait combien il nous coûte, c'est juste qu'on n'a pas la clientèle. Mais voilà, il n'y a pas de subvention là-dessus. Je continue un petit peu dans mon utopie. Si on estime qu'il y a 100 000 vélos en France vendus chaque année au-dessus de 5 000 euros, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que je ne suis pas trop dans le faux. Sur ces 100 000 vélos, si nous, on en récupère 2 000, nous, en tant qu'artisans, si on récupère 2 000 ou 3 000 vélos, ce qui n'est pas grand-chose face aux 100 000, en fait, des gens comme nous, vous en avez 10 par grande ville. C'est énorme, en fait, la quantité. Et en fait, je pense que nous, on est capable de sortir des vélos complets Made in France à 5 000 euros, avec une belle peinture faite en France, en mettant en place des outils et tout. Mais comment on y arrive et comment on les vend, quoi. Je voulais poser une question peut-être un peu plus large, politique et sociétale et économique sur la façon de consommer qu'on a, et entre avoir un vélo disponible tout de suite ou attendre un petit peu, pareil pour les sacoches, et savoir avoir un effet de mode aussi, où quand on achète un vélo à plusieurs milliers d'euros, combien de temps on va le garder, comparé à un vélo qui est d'une marque où l'investissement que ça représente est émotionnel et financier. Et peut-être savoir se positionner sur cette volonté d'avoir souvent des nouvelles choses. Là, je parle pour le textile parce que ça s'achète plus facilement, une sacoche ou une chemise à H&M qui coûte 10 euros, alors que si on en fait une soi-même, on se rend bien compte que ça prend un temps fou à faire et que 10 euros, c'est pas du tout assez si on s'imagine les conditions de production derrière. Et se questionner sur ça c'est beaucoup plus large, mais sur la façon de consommer et de capitalisme, comme l'a évoqué Julien. Et tant qu'on pose des questions, moi je pense que ce serait intéressant de poser la question, parce que déjà de te remercier pour le Tour de France que tu fais, parce que tu es peut-être la seule personne qui peut avoir la vision globale de tous les artisans en France, et c'est peut-être encore trop tôt pour toi pour répondre, mais voilà, comment tu vis cette aventure, et qu'est-ce que toi tu en ressors, et est-ce que tu as des pistes aussi, après avoir vu tout le monde, des solutions pour que tout le monde s'en sorte? Les solutions, c'est encore trop tôt. Il faut que je pose tout ce que j'ai accumulé depuis des mois avec vous tous et toutes. Et après, on ne peut pas le nier, je pense que vous le voyez aussi, c'est une période qui va plutôt mal, il faut le dire. C'est un métier très difficile. Je pense qu'il faut le dire, il y aura sûrement des personnes moi c'est déjà arrivé dans le Tour, qui ont commencé leur activité et qui ne sont plus là aujourd'hui parce que économiquement c'est juste difficile. Après, il y a
il y a des choses qui se dessinent, c'est des modèles après. Est-ce qu'on veut se tendre sur des vélos plutôt en série? Est-ce qu'on garde le sur-mesure? Comme dit Gaël, c'est aussi des vraies questions sociétales, parce que c'est aussi redonner, faire comprendre aux gens qu'un objet, ça a de la valeur, ça a du travail derrière. Et voilà, après, c'est en faire un état des lieux en tout cas aujourd'hui, et les pistes arriveront après. Je sais pas si... Et peut-être qu'on pourrait aussi solliciter l'Assemblée, puisqu'on a des clients potentiels devant nous. Non, mais c'est important de savoir déjà qui dans l'Assemblée a un vélo artisanal, pourquoi, et qui n'en a pas, et pourquoi ils ne les ont pas achetés aussi. Je pense que c'est important de créer ce dialogue pour pouvoir nous améliorer aussi. On va aborder la dernière partie et vous allez participer du coup. Et si vous avez aussi des questions à leur poser, c'est le moment. Sur la première question de Julien, du coup, qui a un vélo artisanal ici aujourd'hui? Ah oui, quand même. Et qu'est-ce qui vous a poussé du coup à aller vers chez un artisan? Quand je vous entends parler là, sur comment on peut se différencier, ça me paraît tellement évident. La différence entre les vélos de série sans âme et puis ce qu'on peut voir quand... ne serait-ce que déjà, d'abord, quand on élabore son vélo avec l'échange, qu'on va de A à Z, jusqu'au moment où on récupère son vélo, ça prend un certain temps, mais il est désiré. Entre-temps, on n'achète pas en solde, il est livré sous 48 heures sur Ultrax ou je ne sais quoi. Et quand on peut se l'offrir, vaut mieux s'acheter ça qu'une bagnole, qui font plus du tout rêver d'ailleurs, au passage. By Café, donc on se connaît un petit peu. Pour moi, donc 77 ans, mon premier vélo, c'était chez Bernard Carré à Montreuil. Donc ça remonte un moment. Et j'admire un peu aujourd'hui votre réaction par rapport aux sur-mesures. Parce que moi, quand je suis allé chez Bernard Carré, ça remonte, il était en blouse grise dans le sous-sol de son pavillon où il fabriquait des vélos pour Jacques Anquetil, pour Jan Hansen, pour des champions à l'époque. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit « Oh, toi, il te faut un 56 ». Voilà, c'était un peu de sur-mesure façon Bernard Carré, avec des angles, je dirais, un peu tout faits. Donc j'admire aujourd'hui l'évolution de votre artisanat, de votre façon d'aborder le client. Donc effectivement, ça a changé. Aujourd'hui, on discute un peu plus. Je me souviens aussi, quand on allait chez un artisan, par rapport à ma vieille expérience, on rentrait avec son projet, on sortait avec le projet de l'artisan. Parce qu'en gros... Quand on était un peu néophyte, on veut un vélo sur mesure parce que c'est sympa d'avoir un vélo sur mesure, ça pose aussi, c'est un peu le Graal quoi, en matière de vélo. Mais souvent, l'artisan, il a ses habitudes. Vous pouvez me contredire si vous voulez là-dessus, mais j'ai eu des expériences là-dessus où on rentrait avec un projet et puis l'artisan, en fait, il allait toujours un peu dans ce qu'il savait faire. Aujourd'hui, ça a changé aussi. J'ai fait faire un single speed par un artisan qui fait de la randonneuse. Donc j'ai réussi à lui faire un vélo avec mes angles, avec ce que je voulais. Et il s'est conformé à ça. Et donc c'est l'évolution de l'artisanat. Et je voulais dire aussi autre chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le Made in France. Je trouve qu'on parle beaucoup du Made in France, mais c'est avant tout un problème de consommateur. Ça existe dans tous les domaines, que ce soit dans la confection, dans l'alimentation, tout ce que vous vivez en tant qu'artisan du cycle, tout le monde le vit quotidiennement. C'est l'éducation du consommateur. Alors, il ne faut pas vraiment se battre face à des gens qui font des milliers de vélos, qui font de la grande distribution. Et ce que vous faites, vous, c'est quand même assez différent. Voilà, c'est ce que je voulais dire sans prendre trop la parole. Vas-y. Juste pour répondre, le métier il a changé. Pour moi, le métier d'artisan cadreur, il se passe les 3 jours d'écoute de fabrication du cahier des charges. Notre métier, en fait, c'est pas de souder, c'est juste d'écouter, de faire le tri dans le marketing et répondre aux besoins du client le mieux possible en lui donnant tous les compromis, les avantages, les choix qu'on va faire. Et pour moi, c'est ça le métier aujourd'hui. C'est vraiment, pour la côté sur mesure, c'est écoute client, construction du cahier des charges, et que son vélo, il est dans 10 ans encore. Et s'il le revend dans 2 ans, c'est l'échec. Ça ne m'est pas arrivé.
Est-ce que quelqu'un veut encore parler de son vélo dans la salle? Tu voulais? Ouais. C'est pas à propos de mon vélo, mais Vas-y. je voulais d'abord faire une remarque sur ce dont on a parlé à propos des délais. Juste après le Covid, moi je travaillais chez un vélociste de grosse taille en région parisienne. Et il y avait à ce moment-là des délais qui étaient considérables sur l'achat des vélos. Et les gens étaient quand même prêts à acheter des vélos de série et à les attendre plusieurs mois. Donc je pense que l'attente d'un vélo, c'est une question d'éducation chez le client. Parce que là, c'était des vélos qui étaient faits en grande série et qui n'avaient rien de spécial. Mais quand on suit le projet tout du long avec des rendez-vous, des mises à jour, des évolutions, ça peut être quelque chose... je pense que pour tous ceux qui ont acheté des vélos sur mesure, ça fait vraiment partie du plaisir d'avoir son vélo à soi. Donc il y a ce côté-là où c'est aussi revoir sa façon de consommer, comme disait Gaël. Et puis c'est vrai que se pose la question de comment est-ce qu'on valorise l'artisanat en France et l'artisanat des vélos. Est-ce que ce ne serait pas une solution pour les artisans d'essayer de collaborer avec des vélocistes réellement passionnés de vélo et qui comprennent ce que ça veut dire qu'un vélo sur mesure et qui pourraient potentiellement aiguiller certains clients vers des artisans plus petits et locaux. Moi je sais que le patron avec qui je travaillais, il était vraiment passionné et que ça pourrait être une source de potentiels prospects. Après, évidemment, ça leur fait des pertes s'ils vendaient des vélos de série, mais pour des gens qui sont réellement passionnés, sur quelques clients par an, ça peut, pour des artisans, faire une petite différence qu'on sentirait moins sur un gros vélociste. Marie? Vas-y. Juste pour réagir à ce que tu dis, je pense que c'est une idée qu'on a été peut-être plusieurs à avoir. Et pour le coup, moi étant sur Paris, on a vraiment un bel échantillonnage de magasins de vélos et de gens passionnés. Et pour le coup, trouver des gens qui sont prêts à mettre en avant un vélo d'artisan sans te dire, par contre, moi je prends 30% de marge sur ton vélo parce que c'est la marge que j'applique sur les vélos que je vends dans mon magasin. On est tous d'accord que pour un artisan, avoir un intermédiaire qui prend 30% de marge, c'est juste pas du tout possible. Je suis même pas sûre de les prendre moi-même pour moi. Donc malheureusement, moi j'ai de temps en temps quelques vélocistes qui en effet sont passionnés, sans forcément avoir un vélo Avalanche en vitrine, savent orienter un client parce que des fois ils vendent juste du vélo de ville classique et qu'ils sentent que ce client a un potentiel à aller voir un artisan. Et entre guillemets, ça c'est plus une responsabilité personnelle qu'a le vélociste de dire en fait moi j'ai vraiment envie d'encourager l'artisanat. Mais en tout cas, pour ma part, clairement, essayer de trouver un deal avec un vélociste qui accepte de prendre de la place dans son shop pour mettre en avant des vélos qu'il ne vendra pas lui-même et sur lequel il est prêt à ne pas toucher de marge. Pour l'instant... Ça pourrait peut-être être le cas pour justement des productions plus importantes. Si on a moi, je peux parler pour nous. Nous, on est en train d'ouvrir 3 magasins en France où il va y avoir distance en vente. C'est 50 boulots pour arriver à ça. Donc la marge là qu'on a décidé pour les magasins, c'est 25% sur le cadre. Et soit dit au passant, on a dû augmenter le prix de vente de nos cadres pour pouvoir dégager cette marge pour les magasins. Et là, on est en train de tester. Il faut trouver le détaillant passionné parce que ça l'implique. Nous, le deal, c'est de vendre le cadre et puis qu'après, lui, il fasse de l'argent sur le montage. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Pour l'instant, c'est bien parti. Mais on a ouvert 3 magasins. Ils ont commandé des vélos. Ils vont les recevoir là dans les jours, semaines à venir. Et puis après, on va voir si le magasin arrive à se positionner comme un réel intermédiaire. Parce qu'il faut comprendre, arriver à transmettre. Et ça les implique un peu plus. Moi, de l'expérience, j'ai trouvé pas mal de magasins qui, en fait, se complaisent assez dans l'achat, la revente, et puis faire du chiffre. Et vendre un vélo d'artisan, ça demande un peu plus de boulot pour un petit peu moins d'argent. Donc, c'est vertueux. Au final, ça profite à la société. Mais est-ce qu'ils ont envie de le faire? C'est peut-être pas tous. Donc, c'est pas une solution facile à mettre en place, sachant que le constat global des artisans, c'est globalement, on a un taux horaire qui est plus bas que n'importe quel métier sous-qualifié en France.
Donc si en plus de ça, on arrive à extraire une partie pour la donner à notre magasin qui au final va gérer qu'une relation commerciale, c'est compliqué. Il faut plutôt que les artisans arrivent à revaloriser leur travail et à vendre un peu plus cher, ce qui devrait être possible, puisque un Specialized ou un Trek, ça coûte vite 15 000 € en magasin. Et ça se vend beaucoup. Le marketing. Oui. Pardon ? Il paraît que ça se vend moins en ce moment. Oui, mais ça se vend quand même beaucoup plus que la somme de tous les cadres vraiment fabriqués en France. C'est là où est le problème, ce que disait Julien tout à l'heure. Hein, si on arrivait à extraire une petite partie, à convaincre une petite partie des clients en France, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Ouais. Et il fut un temps où il y avait 5, 6, 7, 8, 10 cadreurs par ville. Hein. Moi, j'ai le bottin du cycle 1948 à l'atelier. Je prends Clermont-Ferrand, il y a 30 adresses de magasins qui fabriquaient des cadres. C'était il n'y a pas si longtemps au final. On va arriver à terme. Je pense que quelqu'un a une dernière question. Et après, on va clore la table ronde. Hop. Bonjour. Depuis que je suis là, j'ai entendu parler d'une association. J'entends parler de bottin du cycle, j'entends parler de problèmes de communication. Est-ce que, donc vous avez, il y a une association qui rassemble les fabricants de cycles. Est-ce que il n'y aurait pas quelque chose à jouer là-dedans sur, du coup, une fédération avec une communication partagée, un magazine, j'en sais rien. J'imagine qu'il y a plein d'initiatives qui d'ailleurs ont été faites, un Tour de France. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à aller chercher dans ce sens-là pour faire, enfin voilà, se mettre en avant? Qui veut répondre? Marie? Je ne sais pas si ça répond clairement à ta question. Par contre, je peux juste faire un retour d'expérience sur quelque chose qui a été fait cette année, qui n'avait pas été fait avant, en tout cas par l'ASSO. Comme il n'y a pas eu de concours des machines cette année, l'ASSO a alloué une partie de son budget pour payer une partie des salons, qui sont souvent chers, pour les artisans qui le souhaitaient. Et typiquement, moi cette année, j'ai fait avec plusieurs artisans un salon qui est à Vincennes, qui s'appelle Vélo in Paris, qui pour le coup est un salon qui me faisait extrêmement peur parce que très vélo urbain, très vélo électrique, très qu'est-ce qu'on va foutre là-bas. Et non mais vraiment. Et désolé. Et pourtant, quelle ne fut pas notre surprise de voir que beaucoup de gens avaient vu qu'il y avait un pôle d'artisans sur ce salon. Et moi, je suis convaincue que la force qu'on a eue sur cet événement, c'est qu'en fait, on a été plusieurs. On a tous eu des stèles harmonisées, personne n'avait de kakémono avec sa marque. Les marques, elles étaient sur les vélos parlaient d'eux-mêmes et ça contrastait extrêmement avec, désolé des termes encore, hein, l'espèce de foire à la saucisse qu'il y avait autour de nous, où pour le coup c'était des stands avec des arches en ballon, en tout cas la grande majorité c'était des stands comme ça, et en effet c'était pas du tout notre univers, mais force est de constater que quand on va pas forcément là où on nous attend et qu'on arrive de manière assez forte à plusieurs, avec un espace qui dit pas petites choses bizarres dans un coin, parce que c'est un peu le risque quand tu es artisan du cycle et que tu vas sur ce genre d'événement seul, c'est qu'en fait tu as du public mais tu restes la curiosité, donc c'est pas comme ça que tu vas transformer les visites que tu as en achat. Et là pour le coup nous on a tous vu qu'en étant plusieurs avec une belle harmonie, c'était plutôt porteur. Alors c'est exactement le même discours, mais c'est suite à une expérience. Dans 10 jours, c'est le Rock d'Azur, et moi j'y étais. J'ai payé 2000 € un stand, ils m'ont foutu dans un fond de truc. Là, les gens, ils n'ont rien compris à ce que je faisais. J'ai perdu mon temps, quoi. Et par contre, ce même week-end, je me suis dit, mais en fait, si on avait un stand de 40 mètres par 40 mètres au milieu de Canyon et de Giant, et qu'on monte notre travail, mais pas forcément une bannière unique. En fait, nous, on a chacun notre identité. Tout le monde a une identité très forte, surtout après 10 ans de pratique. Surtout si on ne s'est pas fait bouffer par les idées des clients. Et qu'on a quand même aussi montré un peu notre patte. Et en fait, si tu rassembles tous ces gens-là sur un même stand de 40 mètres par 40 mètres, avec des visions différentes, des couleurs différentes, des formes différentes, en fait, c'est ma vision, mais c'est le plus beau stand. Parce qu'il y a des idées, des discussions, des vrais savoir-faire. Et pour moi, cette action-là,
c'est une des plus efficaces. Mais ça nécessite d'aller au Roc d'Azur face à des gens qui ne nous connaissent pas. On part souvent des discussions très basses. C'est quand même beaucoup d'argent. Hein. Je pense qu'un stand de 40 mètres par 40 mètres, c'est peut-être 40 000 balles, j'en sais rien. Et en fait, on est tout petit. On est plus petit que David contre Goliath. On est une fourmi contre Goliath, quoi. Ça a marché avec Victoire, hein. C'est là que j'ai connu Julien, sur le d'Azur, avec un beau stand, avec plein de gens qui s'arrêtaient à l'époque. Avec des raccords sous le brasé, visibles, etc. Oui, ben, C'était plein, hein. le monsieur à côté de toi, il était pour quelque chose puisqu'il travaillait pour nous à l'époque. Ouais, on a fait des salons comme ça. C'est compliqué de prendre sa place. Et c'est vrai que Vélo in Paris, ça a été un succès fou. On l'a réédité cette année, dans la foulée, parce qu'on a eu un stand au Pro Days, donc qui est un salon professionnel. Mais où moi j'étais pas au Vélo in Paris. C'est à nouveau le stand commun a fait venir des gens. Mais tout ce que tu proposes, oui, c'est ce qu'on a envie de faire. Le problème, c'est que nous, on manque de moyens et de temps au niveau de l'association. L'association des artisans du cycle, c'est des confrères et des consoeurs qui essaient de dégager du temps pour travailler sur le bien commun, mais c'est extrêmement compliqué. Parce que... Aidez-nous, adhérez. Mais le retraité, il a envie d'aller à la retraite. Il n'a pas envie de... Voilà, il n'a plus envie de nous voir, ce qui est normal. Hein. Non, c'est pas vrai du tout. Non, mais voilà, on a besoin de forces vives, on a besoin de passionnés qui nous aident aussi, parce que ça a été extrêmement compliqué de travailler entre confrères et consoeurs. Quand on a lancé le concours de machines 2016, 2017, il y a peut-être certains qui ont participé à l'époque. Au début, ça a créé des tensions, parce qu'il a fallu faire comprendre à tout le monde qu'on n'était pas concurrents, mais que justement on était confrères et consoeurs et qu'on allait dans le même sens. On a un mode de fonctionnement maintenant avec l'association qui est efficace. On a un conseil d'administration, il y a des commissions, mais on manque de temps, parce que quand tu as passé ta journée et des fois ton week-end pour faire ta boîte, dégager un peu de temps pour l'assaut, c'est pas évident. De l'artisan d'être différent, justement. Et le problème de vous réunir, de vous mettre sous une seule bannière, il vient peut-être aussi de ça, de cette spécialité que vous avez. Mais on n'a pas de problème à se réunir. C'est que il faut qu'on trouve le budget quand même, parce que Vélo in Paris, alors ça avait un coût, hein, pour être transparent. Il y a l'association qui a pris une partie, puis les artisans qui ont payé une partie. Pour les Pro Days, l'organisation du salon n'a pas rempli le salon, donc ils nous ont invités gratuitement. Donc là, on est super contents quand ça se passe, mais c'est pas le cas tout le temps. Là, on a essayé de mettre en place la même chose pour le salon Made in France à Paris cette année. Le coût de stand a été exorbitant, quoi. On est à combien ? Je me souviens plus, mais je crois qu'on est arrivé à au moins 2 000 € par cadreur. Si tu prends 8 cadreurs sur le stand, enfin, c'était pas gérable. Et puis tu comptes pas les frais de déplacement de chaque cadreur, Voilà. l'hôtel. Et en vrai, c'est bien pire que ça. Ah, mais voilà, il est là. 80 mètres carrés, c'est 40 Il est 000 €. derrière la lumière. Mathieu, allez. Donc le salon du Made in France, 80 mètres carrés, pardon, ce qu'on avait sur les 2 salons précédents. Le ticket d'entrée, c'est à peu près 40 000 €. Si on communique énormément, ils sont prêts à couper la poire en deux, donc ça descend, mais c'est quand même 20 000. Et en fait, quand un artisan a du mal à se rémunérer, mettre même 1 000 € dans un salon, si ça porte pas forcément derrière des commandes importantes, c'est difficile. Après, vu qu'on m'a donné le micro, je voulais savoir parmi vous, et je me mets dans le lot, combien de gens parmi vous portent des lunettes artisanales, des chaussures artisanales et des vêtements artisanaux? Moi, personnellement, je n'en ai pas. J'ai une paire de sandales artisanales. Une personne. Parmi vous, il y en a peut-être qui ont déjà restauré des maisons. Combien parmi vous ont fait faire un escalier artisanal? 1, 2, 3, il y a déjà plus de monde. La parade à ça, quand il n'y a pas d'escalier, c'est une échelle meunière chez Brico Dépôt ou un escalier chez Leroy Merlin. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence de l'étranger, donc asiatique la plupart du temps, parce qu'il y a une dimension de sur-mesure, d'investissement patrimonial, et on n'a pas le choix. On veut refaire une couverture sur une maison, on appelle un artisan si on ne sait pas le faire soi-même. Le vélo, il y a une concurrence qui est internationale. Moi, j'ai rien contre l'industrie, c'est ma formation. Mais forcément, c'est un abaissement des coûts qui est considérable. Quand on est artisan, aujourd'hui, c'est comme d'aller voir un tailleur pour se faire une chemise ou d'aller voir un maroquinier pour se faire des chaussures ou de la bagagerie. Et en fait, c'est une certaine forme de luxe. Donc, je suis ravi que parmi nous, certains veuillent aller vers une sorte d'industrialisation du vélo
comme on a connu en France autrefois, mais ça mettra du temps à arriver. Mais pour aujourd'hui, la plupart du temps, on est des maroquiniers de luxe. Et ça n'est pas accessible à tout le monde. Donc mon point de vue, c'est que on tire un peu dans tous les sens. Certains s'orientent vers le très haut de gamme en essayant de concurrencer des Specialized ou des vélos à plus de 15 000 euros, qui sont industriels et qui sont faits en Asie. Et d'autres essaient d'aller vers, alors je vais citer Decathlon ou d'autres, mais en tout cas d'aller vers des vélos sériels en optimisant la fabrication et en abaissant les coûts. Et en fait, il faut tous qu'on trouve un peu notre chemin là-dedans. C'est un chemin qui est semé de moultes embûches et j'espère que vous allez tous nous accompagner là-dessus. Je m'éloigne un peu du sujet. Moi, je suis menuisier et il n'y a pas longtemps, on m'a demandé un devis pour des meubles. J'ai fait un devis pour des meubles. La réponse a été « Ah ouais, mais chez Ikea, pour ne pas les citer, j'en ai pour 3 fois moins. » Ben voilà, tout est dit. Je ne peux pas m'aligner sur Ikea. C'est moins le cas sur un escalier. Sur l'escalier, oui, voilà. Parce qu'il y a, ouais. Mais sur les meubles, on est en plein là-dedans. C'est que ça remplit le même usage. C'est pas la même qualité. On peut l'acheter tout de suite. On l'a samedi, si on va samedi dans le magasin en question. Et je pense que c'est une réalité que tous les artisans connaissent, quoi. Voilà, c'était juste pour... Et on va terminer par Jus. Et pour autant, il y a des... Et par Mathieu. Il y a il y a du mobilier industriel et des vélos industriels de très très bonne qualité, même exceptionnels. Moi, je ne cherche pas à opposer l'artisanat et l'industrie. C'est juste que ce n'est pas les mêmes méthodes de fabrication. Et Jus, on aura tes derniers mots. Ouais, je ne suis pas d'accord du coup. Pour moi, le vélo... Tu l'as dit que Ouais, confrontation. Non, mais en vrai, le vélo industriel et le vélo artisanal, il n'est pas le même parce qu'on a l'écoute, parce qu'on a le sur-mesure, parce qu'on a l'éthique, parce qu'on peut faire la peinture que vous voulez. Donc à la fin, c'est pas le même produit du tout quand même. On n'est pas sur le même produit à la fin. Et ça, il faut quand même se le rappeler. Et nous, on a quand même un peu de mal à montrer qu'est-ce qu'on a en plus par rapport aux autres. Voilà. Et pour une petite note positive, là on est une 50aine de cadreurs et c'est pas toujours facile, mais on s'amuse bien et tout. Et en fait, on en est là parce qu'on s'apprécie tous, on s'aide beaucoup. Si on est à ce niveau-là, c'est parce qu'on se téléphone, on se donne des astuces. Et du coup, moi je voulais quand même remercier tous mes confrères pour qu'après 10 ans, on arrive à ce niveau de fou. Je pense qu'ils n'avaient pas cette chance dans les années 60-70, je pense qu'ils se tiraient dans les pattes. Et Non, on ne tirait pas dans les pattes, il n'y avait pas de communication en fait, pas vraiment quoi. Il n'y avait pas les internets. Et ben voilà. Internet a quand même amené quelque chose de positif. Du coup, on a réussi quand même à faire des petites machines magnifiques et à s'apprécier, à partir en vacances ensemble. Et ça, pour l'instant, si on est encore là, c'est grâce à ça et c'est un gros succès. Il manque tout ce qu'on vient de dire avant sur le problème. Est-ce que vous avez les moyens de partir en vacances? Ça coûte pas forcément cher les vacances. C'était trop facile. Un vélo, une tente, Aujourd'hui, c'est les vacances, mais c'est un peu de travail. Demain aussi. Bon, je pense qu'on va clôturer du coup cette table ronde. Il y a un film de Jeanne Lepoix qui va être projeté après. Moi, je voulais vous remercier tous les 5. Merci. Franchement, gros cœur sur vous. François et Marie, je vous revois très vite. Et puis, merci d'avoir assisté à cette première table ronde sur l'artisanat.